Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode hors série. Nous sommes absolument ravis de pouvoir vous proposer un petit bonus avant la reprise de notre cher Top 14 et je suis toujours accompagné de mon professeur personnel. Salut Yann. Salut mon Cyril, ça va ? Bah ça va super, d'autant plus que nous ne sommes pas seuls ce soir où on enregistre. Comme vous l'aurez compris dans le titre de cet épisode, nous avons l'immense joie d'accueillir chez les UBBistes Richard Darambide, l'entraîneur des espoirs de l'UBB. Bonsoir Richard. Bonsoir. Merci infiniment de ta présence ce soir. Je crois que tu as eu la joie de connaître Yann il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, je l'ai connu puisqu'il était au CABBG à l'époque, puisque j'entraînais les cadets et je l'ai entraîné en cadet un petit peu après puisque j'intervenais au centre de formation. Et c'est surtout en cadet que je l'ai connu puisqu'on a eu la chance de gagner quelque chose avec Yann. Voilà. Donc on a gagné la Coupe Goderman, à l'époque ça existait comme ça. C'était à Chaban contre la section paloise. C'était sympa parce que j'avais entraîné déjà les cadets l'année d'avant et je l'avais perdu l'année d'avant. Donc la gagner la deuxième année, ça avait été plutôt sympa. Voilà, on avait passé un moment plutôt agréable. Voilà. Donc des bons souvenirs avec Yann du coup. Ouais, excellent. Excellent. La première année, tu l'avais perdu contre le Stade Toulousain, d'ailleurs pour la petite histoire de Rémi Lamera qui joue. Exactement. Donc Exactement. on avait perdu à toute fin on n'avait pas réussi à se dégager de mémoire. Il pleuvait un peu. Ouais. Et c'était l'organisation du Goderman de l'époque, c'était particulier. C'était comme le du manoir, t'arrivais, tu mangeais ce qu'on fait plus du tout maintenant, je crois, 1h30 avant, les deux équipes ensemble, manger, et en gros, 30 minutes après, tu partais pour te changer et aller t'échauffer. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était c'est convivial au moins. Ouais, c'était étonnant. Oui, parce que maintenant les cadets, il y a deux niveaux. Il y a les premières années cadets sont Goderman et les deuxièmes années cadets sont à la Mercerie. Nous, en fait, on faisait le Goderman et la Mercerie en même temps. C'était la coupe et le championnat de France. Donc on a gagné le titre contre Pau à Chaban du Goderman et on est allé en demi-finale d'Almercerie on a perdu contre Massy. Un match malheureux. Exact. Bon, en tout cas, des bons souvenirs qui datent quand même du coup d'il y a 15 ans. 2008. J'étais gentil avec les 15 ans du coup. Du coup, Richard, encore merci d'être avec nous pour ce numéro hors série. Est-ce que tu peux nous présenter du coup un peu depuis combien de temps tu es au club, un peu ton parcours au sein du club et ce que tu fais actuellement? Ouais, alors au club, alors moi je suis un entraîneur pluriactif, puisque mon métier c'est pas entraîneur, c'est professeur de PS. Donc je suis dans un établissement bordelais, en lycée. Au club, j'y suis rentré en 2006 avec les cadets. J'avais les juniors Balandrade à l'époque qui avaient été créés. Après j'ai fait les cadets 2 ans et après j'étais intervenant la deuxième année cadet quand on a gagné en 2008 au centre de formation qui était 2 ans après l'Union, donc aux prémices du nouveau club. Et après j'y suis resté un petit moment et après j'ai changé de club, je suis allé à Langon et après je suis revenu au club du coup là bien après j'ai fait 1 année Sarrien, 4 ans à Langon, 1 année à Gradignan et après je suis revenu au club avec les moins de 18 il y a 8 ans et ça fait la 4e année que je fais les espoirs. Ok. Et du coup, ton travail avec les espoirs, ça consiste en quoi? Une semaine à peu près type avec les espoirs. C'est du quotidien. Comment ça se passe? Les espoirs, cette année, on est quand même plus nombreux. Il y a 2 entraîneurs à temps plein, un manager qui est Fredo Garcia. Les 2 entraîneurs, c'est Eni Adams et Jean Marais, et moi je suis avec les 2 entraîneurs et moi je suis à mi-temps. Donc en fait, eux ils préparent chacun un secteur d'activité plus particulier. Ils ont plus de responsabilités que moi cette année, et en fait moi j'ai plus 2 secteurs où j'interviens plus précisément, c'est la contre-attaque et le jeu dans la défense, donc après franchissement. Et après, on a tous des interventions sur les attitudes au contact et la technique individuelle. Voilà, ça c'est commun à tout le monde. Et après, c'est Jean Dréhény qui prépare plus particulièrement l'équipe avec Fredo. Voilà. Le franchissement et les contre-attaques, c'est des sujets du coup qui ont l'air de bien marcher, qui doivent bien fonctionner avec les espoirs, vu comment derrière ça performe avec les pros. Oui, après les pros, nous en fait c'est pas compliqué, on applique le projet des pros. D'accord.
Voilà. Donc la structure des pros donne à un projet, et les espoirs, on applique ce que nous demandent les pros, voilà, avec les particularités des équipes qu'on rencontre, et on adapte en fonction, mais c'est exactement le même système. Ok, et c'est combien de joueurs le groupe espoir? Alors il y en a certains qui vont jouer qui vont s'entraîner ou jouer avec les pros. Ouais, la totalité c'est 45 à peu près. D'accord. Et dedans, on compte les Biel Biarré, les deux porteurs, etc. Je crois qu'ils sont comptés pour la plupart. Et du coup, petite question. Maintenant, ils sont tous internes. Les espoirs sont tous logés au club, etc. Ou il y a encore des externes un peu. Non, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont logés là, il y a des gens qui sont logés sur Bordeaux chez eux. Ça dépend des situations différentes et des différentes dispositions et de là où ils viennent en général. Ok, ouais. Parce que tu vois, la dernière fois on avait visité un peu les installations, et c'est vrai que entre moi ce que j'ai connu, donc il y a plus de 10 ans maintenant, parce que c'était en 2012 et 2014, où la salle de muscu était sous l'administration de Bègle actuel. Comment tu vois un peu l'évolution? Maintenant on a quand même des installations de haut niveau, quoi. C'est-à-dire qu'on a le Seva Campus qui a été créé, ils ont un terrain synthétique, là il y a eu récemment une pelouse hybride qui a même aux dimensions de Chaban, etc. Là on voit tout un peu l'implication en fait qu'a eu le président en fait pour amener le club vers le haut niveau, parce que clairement on prend des exemples sur certains clubs qui marchent et qui ont réussi à amener ce haut niveau de performance en fait qui va partir des jeunes. Quand tu commences c'est mieux pour le niveau. Disons que nous, le club, par rapport à moi, ce que j'ai connu au tout début, c'est pas du tout pareil. Donc là, on est quand même dans pas le meilleur club français, mais au moins dans les 3 meilleurs clubs français, c'est le nôtre aujourd'hui. Le centre de formation est régulièrement 2e. Après, les pros sont quand même maintenant depuis un petit moment, et là ça s'est encore accentué. Là, t'es premier du championnat et premier de Coupe d'Europe, donc c'est quand même plus. T'es dans un super club, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Donc non, les installations c'est bien, le club est tout le temps en évolution. Ils cherchent tout le temps à s'améliorer. Les staffs maintenant sont tous très complets. On est nombreux, avec tout le monde est diplômé, avec des compétences pour encadrer les jeunes et pour les faire progresser, quoi. Les jeunes, et après bien sûr le staff des pros c'est encore plus que sur le staff des staffs des jeunes, quoi. Mais nous on commence à être vraiment on a vraiment du monde, quoi. Voilà. Donc là c'est vraiment intéressant, quoi. Il y a du monde, et aussi du monde qui vient d'ailleurs, j'ai envie de dire. Par exemple, on l'a vu nous cette saison avec l'arrivée d'un espoir, Christian Everett, qui vient d'Afrique du Sud. Comment ça fonctionne cette partie-là? Est-ce que déjà tu vois une grosse différence du coup par rapport à avant, avec des gens qui viennent de plus loin, on va dire, et ensuite comment ça se passe le recrutement de ces joueurs qui viennent de loin? Alors, moi, je suis pas dedans du tout. Bon, je sais à peu près comment ça fonctionne, je sais pas tout, parce que c'est pas mon domaine, et voilà. Donc, il y a des gens qui sont, je vais pas en oublier, mais bon, le premier, c'est le président. Après, maintenant, il y a Jean-Baptiste Dubié qui est rentré. Il y a Nico Zenoni, il y a Yannick, bien évidemment, donc et Fredo. Donc, je sais que eux sont beaucoup c'est eux qui le principal. Je pense, sans oublier personne, enfin du moins je suis presque à peu près certain, mais je suis pas dans les détails exacts, mais voilà, ça c'est le nombre de personnes qui s'occupent du recrutement. Et donc en fait il y a toujours, depuis longtemps ça existe au club, c'est un plan de succession par année pour en fait pouvoir alimenter les équipes des jeunes, et après alimenter l'équipe professionnelle. Donc en fait le recrutement, mais ça c'est JB et Nico qui sont les plus à même de vous répondre, mais en gros c'est et Fredo, c'est surtout que les strates, c'est le recrutement est plutôt local jusqu'au moins de 18, on va dire, sur Nouvelle-Aquitaine. Oui. Ça, c'est plus le rôle de Jean-Baptiste Dubié, du coup? Oui, maintenant, ouais. C'est JB qui s'en occupe avec. Bon, après, ils sont tous, parce qu'en fait, comme Nico est sur les cadets, il y a Julien Antonin aussi qui est à l'académie et qui est au club maintenant. Donc, en fait, il est sur les moins de 18 ans. Donc, en fait, il y a beaucoup de contacts entre eux, et pour déterminer. Après, il y a aussi, on reçoit maintenant, ce qui se faisait pas avant, un nombre astronomique de CV. Ah oui, l'UBB, du coup, attire pour... Oui, et puis, alors, il y a quelques années,
fallait chercher plutôt dans le local et ça se faisait pas. Bon, après, il y avait la démocratisation d'Internet, etc. Là, le club reçoit une boîte mail spéciale pour recevoir l'ensemble des CV et des gens qui postulent, quoi. Donc, du coup, ils étudient la plupart des candidatures. Et après, ils font des choix en fonction du plan de succession, de l'équilibre des équipes pour alimenter. Et après, des performances qu'ils voient. Maintenant, il y a pas mal de logiciels qui travaillent, qui essaient de se développer. Il y a, il y a Aya Sport qui développe ça, qui essaie de proposer quand même des trucs. Et après, il faut se déplacer et aller voir. Et les joueurs envoient des vidéos. Maintenant, quasiment tout est filmé. Donc, toutes les catégories sont filmées. Donc, il y a moyen d'avoir des bons joueurs. Les joueurs envoient leurs clips, quoi. Ouais, Aya Sport, on en parlait dans 100% UBB sur ici Gironde. Et effectivement, maintenant il y a des bases de données avec beaucoup de data sur les jeunes joueurs, sur lesquels se basent les clubs. Un peu comme nous on fait quand on joue à Football Manager. Maintenant, on a vraiment de la data sur énormément de joueurs, qui soient professionnels ou même un peu plus jeunes. Donc, si tu veux, et après le recrutement à partir des espoirs. Donc là, c'est plutôt national, parce qu'en fait, quand ils recrutent pour les espoirs, c'est pour l'équipe professionnelle. Ouais. Voilà, oui, donc c'est là, des national, potentiels. voire international. Vous savez qu'il y a les règles de GIF et tout ça, quoi. Donc, je vous apprends rien. Voilà. Et du coup, ça arrive parfois que le staff de la première, du coup, vous impose entre guillemets je sais pas moi, par exemple, Georgie, le jeune géorgien, nous on veut l'installer en top 14 en 13, fais-le jouer en 13, ou on aimerait que Awad... En fait, si tu veux, le principe, c'est les joueurs qui sont sous contrat, il faut qu'ils jouent. Donc, obligatoirement, c'est la première des règles. C'est-à-dire que des joueurs qui arrivent et qui ont été recrutés pour jouer en pro, quand ils sont avec les espoirs, ils jouent. C'est normal. Mais même sur le poste, tu vois, par exemple, Awad qui est un polyvalent gauche-droite, est-ce que... Non, ça c'est quand on fait les équipes, c'est en fonction des... Le but, c'est, par exemple, Zinedine, le but, c'est de le préparer des deux côtés. Ok, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Après, il choisira un truc, mais pour l'instant, tant qu'il est un peu polyvalent... Ouais, ok. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je voulais savoir si... Il vous impose pas des postes pour dire, voilà, lui, il faut que tu me l'essayes à ce poste précis. Si, après, quand même. Si. Ouais. On peut pas faire, on peut pas mettre un joueur, par exemple, qui joue centre à l'ouverture, quoi. Nous, parce que ça nous passe par la tête. Sauf qu'après, ils en parlent, et après, on décide, quoi. Mais voilà. Ils décident d'abord, mais après, bien évidemment qu'il y a de la communication. C'est Fredo, notre manager, qui est directeur du centre de formation, Garcia, qui est en relation directe avec Yannick, et André et Yannick qui sont aussi avec les pros, quoi. Donc tout le monde eux discute et après et propose ce qui se passe au club, quoi. Voilà. Et nous donne les directives, si tu veux, de comment les mecs doivent jouer et qui doit jouer, etc., quoi. Voilà, c'est eu toute une discussion, ce qui est normal. Et toi, tu participes de temps en temps à ces réunions un peu non, moi je suis pas là, j'arrive après. Ouais. D'accord. Voilà. Non, mais après c'est chacun à son rôle, et moi ça me convient très bien. Voilà. Et pour revenir un peu sur du coup cette saison en cours des Réchelles, donc troisième de votre poule derrière le Stade Toulousain et le Stade Rochelet. D'ailleurs, il y a un gros match samedi sur le synthétique d'Arnès-Vallon pendant que les pros joueront. Toi, tu vois comment du coup la concurrence avec le Stade Toulousain et le Stade Rochelet, si t'as une vue sur un peu leurs effectifs, est-ce que c'est la même façon de fonctionner, les effectifs sont semblables, ou par exemple avec le Stade Toulousain, tu vois qu'il y a quand même une grosse différence? Alors la principale différence avec la Rochelle, je pense que c'est similaire à nous au niveau du fonctionnement. Oui, puis on les a battus du coup cette année chez les Espoirs. Oui, on les a battus. Ils nous ont battus aussi d'autres fois, donc si tu veux, ça reste des matchs compliqués, difficiles. Nous, c'est notre meilleur match de la saison pour l'instant. On a fait un très bon à Toulouse à domicile. On l'a perdu sur une dernière séquence un peu particulière, on va dire. Voilà, nous qui nous a on fait des détails, on va dire que c'est notre faute. Voilà, c'est plus policé, on va dire. Non, les joueurs avaient été performants et de l'avoir perdu, c'est embêtant. Voilà, il s'était beaucoup donné. Voilà, après l'apprentissage passe par la défaite aussi. Ouais, on peut perdre, c'est pas très... Ça arrive. Non, et puis alors, et les Toulousains, eux, ils ont un peu plus d'effectifs. Il me semble, mais c'est pareil. Moi, tu peux pas le vérifier. Tu supposes, d'après ce qu'on voit, qu'ils ont un effectif plus important en espoir que nous.
en quantité de joueurs. Voilà. Bah, après, c'est comme ça. On sait qu'ils sont un petit peu en avance sur ça et t'essaies de les rattraper. Voilà. On n'est pas très loin, quoi. Mais c'est un peu l'impression qu'on a quand tu as la capacité d'aller gagner à La Rochelle alors qu'ils avaient quand même aligné la grosse équipe. Et qu'après tu perds à domicile, enfin tu perds à l'extérieur à Pau, tu te dis que en fait je pense que quand on a quelques blessés de joueurs clés, peut-être que c'est ça qui. Alors ça non, si tu veux, c'est enfin ça non, je pense pas. Quand nous, voilà, après à La Rochelle, l'exemple concret, c'est on joue sur un terrain et à Pau on joue sur un terrain en herbe où il y a plus toute la matinée et où personne pouvait courir, quoi. Par exemple. Okay. Alors après, ça donne pas une excuse puisque les deux équipes étaient logées à la même enseigne, mais du coup, c'est pas du tout le même match. Il y a pas de jeu, il y a pas de volume de jeu. Alors qu'à La Rochelle, il y a eu beaucoup de temps de jeu, on a tenu le ballon. Enfin, voilà, on était mieux, quoi. Voilà, parce que comme on fonctionne comme la première. Nous, le but, c'est quand même d'avoir un terrain qui est profitable à mettre du volume à ce qu'on propose, quoi. Oui, parce que forcément. Toi aussi, tu dois aussi aller en fait dans des temps de jeu maximum pour qu'après les mecs qui puissent faire la transition plus facilement, même s'il y a quand même un gap qui est énorme. Oh, alors si tu veux, nous quand on prépare un match, on le calcule pas ça, on l'analyse après avec les datas, tout ça. On dit mais voilà, là ce qu'on a fait c'est bien, on y va en termes de par exemple pourcentage de marche, que les joueurs marchent peu, etc., le temps de jeu effectif total, etc. Mais après la préparation elle est faite en amont, quoi. Dans toute la semaine, c'est plutôt les standards entre le secteur de la performance et le rugby où on travaille de concert avec le préparateur physique qui est Bertrand Dedieu et Clément Labatte, puisqu'ils sont deux maintenant. Bertrand est le responsable et Clément travaille avec lui. Et du coup, tout est préparé en amont. Voilà. Donc, les standards sont dictés par Thibaut et son staff, Giroud, et pour que tout soit en adéquation et que les joueurs, dès qu'ils vont s'entraîner avec les pros, ils soient performants de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ceux qui s'entraînent la semaine avec les pros, ils s'entraînent vraiment toute la semaine et après c'est le vendredi qu'ils reviennent avec vous pour la mise en place. Ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Là, on aura des joueurs que vendredi. Ouais, ok. Bah, c'est bon. Après, il y a des périodes comme ça où c'est plus, où on en a moins, mais ce qui est normal, il y a les périodes de doublons avec l'équipe de France. Donc c'est toujours comme ça. Parce que là, il y a du monde des pros qui sont avec l'équipe de France. En plus, il y a des blessés, notamment à l'arrière chez les pros. Ce qui fait que j'imagine que ça va aussi vous impacter pour potentiellement le match de Toulouse. Après, c'est le but, c'est quand même de sortir des joueurs. C'est ça le premier but. Bah, du coup, ça marche pas trop mal cette année entre Romain Gardra, Jacques Ngambous, Zinedine Aouad, même Zakaria Afan qui est souvent en tribune avec les pros. Potentiellement un autre dont on entend le nom cette semaine pour samedi. Ça doit être satisfaisant du coup. Pardon. Ça doit être satisfaisant du coup pour tout le staff des espoirs. Alors déjà, tout le staff, t'es très content. T'es surtout très content pour les joueurs. Parce que ça veut dire que, en général, s'ils y sont, c'est qu'ils l'ont mérité, que le club s'est pas trompé, et que le travail que tout le monde fournit arrive à porter ses fruits, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Puis t'es content quand les joueurs y réussissent. De toute façon, il y a que ça qui est sympa là. Ah oui, c'est le but. Voilà. Nous, quand on gagne, bon, moi, Yann, il le sait, j'aime pas trop perdre, mais c'est quand même pas trop ma tasse de thé. Mais l'objectif là, c'est quand même sortir des mecs. Et puis, de toute façon, même dans la construction du club, de toute façon, on est contraint par quelque chose qui est le salary cap. Forcément, si tu arrives à nourrir ton recrutement de rotation par des jeunes performants, eh ben c'est sûr que c'est tout bénéfique. Et en plus, et puis c'est l'objectif affiché du club d'avoir quasiment 70% de l'effectif pro qui sort du club. Et ça, c'est un bon objectif. Voilà. Donc ça, c'est Donc il faut quand même. Ça, tout le monde est content. Hein. Je pense, de toute façon, nous, on est content. Et voilà. Et puis tout le monde œuvre pour que ça se passe bien, quoi. De toute façon, c'est un club où ça se passe bien. Hein.
Parce que du coup, nous, je trouvais que depuis quelques années, on faisait beaucoup plus de post-formation. On avait du mal à sortir. Alors, on a quand même quelques-uns en première qui sont même en équipe de France. Hein, donc, on a réussi des petits du CABBG, on a réussi à les monter. Mais on a fait beaucoup plus de post-formation, je trouve, que certains clubs. Je pensais à Cameron Woki quand il est venu des U20, Marco Gazzotti, Louis Bielbarré, Afan, etc. On a plus été dans la post-formation. Je pense qu'on est extrêmement performant parce que les mecs en 1 ou 2 ans, ils arrivent à quand on regarde Moefana, il est arrivé de Colomiers, il avait quelques matchs en Pro D2, surtout il a fait une petite saison espoir, et puis après l'année qu'il est chez nous, il explose et il fait son super match à Twickenham. Donc en 2 ans, il s'est retrouvé en équipe de France. Louis, c'est pareil, hein, il fait une Coupe du Monde, il a même pas une saison pro, quoi. Il est avec nous avec les espoirs cette année-là. Voilà. Il est venu avec nous à Toulon. Voilà. Il nous fait gagner à Toulon. Ouais, c'est un bon joueur. Ouais. Ouais, il est pas mal. Il a des trucs, on y va. Non, après tu sais, déjà les joueurs qui sortent, la plupart, c'est quand même le premier facteur, même si nous on intervient, c'est quand même eux. C'est-à-dire que c'est eux qui veulent sortir. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les moyens pour y arriver. Hein. C'est-à-dire ils s'entraînent, ils sont sérieux, ils travaillent, ils ont du talent, et après ils travaillent beaucoup, quoi. Voilà, donc les joueurs qui travaillent beaucoup, ils sortent. Et après, quand tu sors comme ça, c'est rare, hein, maintenant. Hein. Former des joueurs, c'est bien, mais en fait, c'est surtout ils se forment eux. Hein. Quand tu parles de travail, ça représente, parce que du coup, j'imagine qu'il y en a qui vont en cours, etc. Ça représente combien d'entraînements par semaine, combien d'heures passées sur le terrain? Alors, les entraînements, là, on est calé, nous, sur la semaine des pros. On s'entraîne plutôt en fin d'après-midi, à partir de 16h. Lundi, mardi, mercredi et vendredi. Et après, samedi, les matchs. Voilà, ça, c'est le période classique. On fait, en règle générale, ça peut être 2 séquences d'affilée, entre préparation physique et rugby. En fait, c'est quand même, tout est timé, on s'entraîne sur des temps d'entraînement bien précis, voilà, qui augmentent en fonction des semaines où on développe ou pas. Donc ça, c'est organisé en fonction en concertation entre le manager et le responsable de la performance. Et Yann, je crois que tu voulais poser une question sur certains Ipsayen et pourquoi pas déjà aussi, on va évoquer aussi peut-être Mousquet, les deux qui jouent avec l'équipe de France U20. Alors Mousquet, c'est pas du tout officiel, je crois, mais qui devrait rejoindre du coup l'UBB l'an prochain. Ouais, disons que tout le monde en parle. Ouais, et même l'entraîneur de Bayonne. Donc, oui, ça a été. Tout le monde en parle plus ou moins. Mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais Ipsayen, parce que bon, en plus ça colle à l'actualité puisqu'il a été. Alors il a repris tardivement avec vous parce qu'il était longtemps blessé. Ouais, donc il a repris. Je crois même le match de La Rochelle ou même juste avant. C'est ça. Et après, bon, il a tout de suite été appelé en U20. Bon, ça, on avait discuté de lui, on avait évoqué son nom lors d'un échange passé. Et c'est vrai que, alors, il a été très discret contre le Pays de Galles, où on sentait qu'il était prêt physiquement. Enfin, physiquement. Je parle pas dans le cardio, etc., mais physiquement, il est déjà bien développé parce qu'il gagnait systématiquement ses impacts. Mais après, il était un peu timide en attaque. Et là, on a vu contre l'Angleterre, on a été complètement dominé. C'est-à-dire que notre 5 de devant s'est fait un peu marcher dessus. Et on a jouer en reculant, on sait que c'est compliqué, mais il y en a un qui a avancé et qui nous a mis sacrément dans l'avancée. C'est Ipsayen avec un gaz terrible, quoi. Enfin, lui, c'est incroyable. C'est un beau joueur. Lui, il est au club depuis un petit moment déjà. Il était à Libourne avant. Maintenant, il est au club depuis les cadets. Peut-être avant, il est arrivé, je sais pas. Et il est déjà arrivé à minime. Enfin, en cadet, il est champion de France cadet avec le CABVG. Voilà, capitaine des cadets. Capitaine des équipes de France jeunes depuis qui peut être sélectionné. Voilà, c'est un joueur qui a plus que des qualités. Il a quand même un truc qui n'ont pas les autres. Voilà, maintenant il faut qu'il travaille, qu'il soit sérieux, parce que la marche est encore grande pour l'équipe professionnelle. Et puis voilà, mais par contre il est hyper sérieux, il travaille dur, il travaille bien, c'est un joueur intelligent. Voilà. On lui souhaite que le meilleur. Et pour nous, et pour lui. Lui, je pense que rapidement il va s'entraîner avec il s'entraîne déjà avec les pros. Ouais, et puis bon, moi je mise sur une petite rentrer dans la rotation, aller au plus tard en novembre 2025. Je le vois là-dedans, moi, je pense, ouais. Ouais.
Ah, si tu le dis, je lui souhaite. D'ailleurs, sans forcément rentrer dans des cas précis, il y a des feuilles de route un peu comme ça pour les joueurs ou pas du tout. Tu vois, comme Yann le dit, on voit peut-être potentiellement une rentrée dans la rotation à telle date ou pas du tout. C'est vraiment Non, quand ça se présente. À ma connaissance, non, mais je suis pas au courant de tout. Oui. Ce que je sais, c'est que ils prennent des joueurs aux entraînements et les pros ils les évaluent quand ils viennent avec eux. Bien sûr, en concertation, ils les prennent avec les responsables des espoirs. Et après, c'est eux qui les voient évoluer et qui choisissent quand ils estiment qu'ils doivent jouer. Hein. C'est aussi simple que ça. Là, quand je donne l'exemple de Jacques Bous, c'est le staff des pros qui a décidé de le lancer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Et ce qui est normal. Ouais, c'est pareil. Il a quand même des qualités. On l'a vu contre les Sharks. Enfin, moi, j'ai été surpris parce que moi, je le connais pas, je regarde pas assez les espoirs, mais par sa vitesse par rapport à sa taille, son taille poids. En fait, quand il est avec ses grandes cannes là, on dirait un troisième ligne en fait quand il est parti tout seul. Ah, maintenant, tu sais, les super pouvoirs, les pouvoirs des joueurs pour le top 14 et le haut niveau. C'est quand même sympa d'aller vite. Hein. Je sais que Thibaut Giroud cherche des profils extrêmement, des profils extrêmement mobiles en fait. Mais de tout, hein. C'est-à-dire que du pilier droit, c'est pour ça que d'ailleurs, de ce qu'on sait un peu, il avait eu un peu de mal au départ à bouger Sadi, qui est pas du tout le profil qu'il préfère. Il préfère un Falatea explosif que un Sadi qui a un patron en mêlée, d'ailleurs qui s'est révélé cette année là, même s'il s'est fait une grave blessure. Donc c'est vrai que c'est des profils que le directeur de la performance lui préfère. Ces mecs qui peuvent répéter les tâches et après en fait être le plus rapidement possible au ruck. Tu vois, un second ligne qui est pas en moins de 2 secondes au déblayage, lui ça l'intéresse pas quoi. C'est surtout les joueurs des pros, enfin le staff des pros rugby qui est en adéquation avec Thibaut et en fait qui pour développer si tu veux le jeu de l'UBB qui est quand même voué être un peu spectaculaire quand même. Pour sortir un peu de l'actualité, moi j'avais une question. Hormis Yann, est-ce que tu as un ou deux joueurs comme ça qui t'ont marqué au cours de ta carrière, tu vois, et que tu as pu voir évoluer, que ce soit en pro, plutôt en pro parce que sinon on va pas forcément les connaître, tu vois, mais des joueurs comme ça qui t'ont marqué en espoir. Bon, un joueur parce qu'il est du club pour moi, c'est Nico de Porter. Ouais. Bon, ça c'est le premier joueur auquel je pense à chaque fois que je pense le club fait un truc sympa et travaille bien, voilà. Il a surtout beaucoup travaillé lui. Après, moi je trouve top, si tu veux mon avis, que Mathieu reste au club. Ouais. Quand il a re-signé, j'étais plus que content. Voilà, je te le dis comme je le pense. Je trouve que c'est là, il est du club Mathieu, hein, c'est BG depuis tout petit, ça j'ai trouvé ça top. Après dans les joueurs que j'ai eu, bizarrement de la génération qu'il y avait, il y en a qui ont joué en pro mais pas, c'était plutôt l'équipe en fait. Au final, ça c'était sympa. Ouais, c'est-à-dire que l'équipe. Ils ont tous fait une carrière sympa avec des joueurs, mais il y a Mathias et Walter qui ont fait pro, je pense. Walter des Maisons. Ouais. Et je pense pas que je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait plus. En fait, ce qui était assez impressionnant, c'est que dans un DKD, dans notre 5 de devant, t'en as quand même 3 qui ont fini pro. Donc t'as Walter, ouais, exactement. T'as Mathias et t'as Andrew Andrew Chauveau. Exactement, qui a joué un peu à l'Union Bordeaux-Bègles et puis après beaucoup à Massy où il a même été capitaine, etc. Donc c'est vrai que exact, Andrew. Et oui. Donc les trois, voilà. Après des joueurs, un joueur du club, hein. Ici formé au club, il y a deux demi de mêlée qui sont top, c'est Max Machenot et Baptiste Sorin. Hein. Max, ce qu'il fait aujourd'hui en termes de professionnalisme, etc., c'est quand même un exemple pour les joueurs. Et Baptiste aujourd'hui en termes de rugby, je te parle des joueurs, c'est ABBG. Oui. Voilà. Et puis bon, nous, après, nous les jeunes joueurs ici, ils ont quand même des exemples au club qui sont sympas. Hein. Quand tu vois Max Lucu, pareil que du capitaine de l'UBB, hein. Et les autres, c'est pareil. Hein. Quand ils les voient s'entraîner, normalement, tu sais que ce qu'il faut faire pour y arriver. Quand c'est un exemple de Mamad Diaby, quand tu le vois s'entraîner, tu sais ce qu'il faut que tu fasses derrière hein, pour arriver à ce qu'il fait. Non mais voilà, donc il y a des mecs qui sont... si tu les regardes faire, les jeunes joueurs, quand ils vont s'entraîner avec eux, c'est quand même pas... pour y arriver, tu peux te donner les charges, tu te dis, je vais essayer de faire comme lui. Déjà, tu vas y voir plus clair. Hein.
Et du coup, quand les espoirs s'entraînent pas forcément du coup encore avec les pros, est-ce qu'il y a quand même des échanges avec les professionnels ou ça reste quand même assez cloisonné? C'est-à-dire les joueurs entre eux. Ouais. Ah ben nous, là, alors, nous, on est dans un top club pour ça. Nous, tous les espoirs peuvent manger au CEVA. Okay. Donc déjà, tous les midis, tu croises les pros tout le temps, quoi. Et puis nous, on est dans un club où tout le monde... c'est vraiment... je suppose que c'est partout pareil, mais moi ça me paraît, parce que ça me paraît évident, mais tout le monde dit bonjour, se salue, fait le tour, c'est un top club. Voilà, pour ça c'est la convivialité entre les joueurs, les espoirs avec les pros, tout le monde se connaît. Bon, depuis que je suis là, à chaque fois, les pros sont tous au courant, les joueurs pros, des résultats qu'on a. C'est quand même... tout le monde se croise au moins une fois dans la journée. C'est une bonne idée en plus qu'ils puissent avoir accès à la cantine tous ensemble, même avec même l'administratif, etc. Après, on utilise la salle de muscu des pros, on a quand même des conditions, les espoirs, c'est top. Il y a pas beaucoup. C'est un peu ce qui fait notre force, c'est que toute l'équipe espoir puisse, tous les joueurs puissent avoir quand même les mêmes avantages. Hein. Ils sont pas tous, ils ont pas tous les mêmes contrats, mais par contre, pour performer, tout le monde peut performer. Ils sont tous logés à la même enseigne, et c'est ce qui nous permet de faire, je pense, de nous en sortir, notamment en termes d'équipe, etc. Quand il nous manque des joueurs, et voilà. Je trouve ça c'est intéressant, vraiment intéressant. C'est une des forces du club, ça. C'est une autre question, alors sur un autre sujet, parce que quelque chose qui a changé, je trouve, à l'UBB là, c'est depuis l'arrivée du staff de Bru, c'est, je trouve, c'est un homme clé qu'on parle peu, qui est l'entraîneur irlandais, la McManara. Je trouve qu'il a apporté une science, notamment dans la contre-attaque, parce que je trouve que maintenant on est, et vu que c'est un peu ta spécialité, on est devenu, je pense, la meilleure équipe en contre-attaque, et je pense qu'on doit être pas loin des meilleurs européens sur ce domaine-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a un ballon qui est tombé, que ce soit les gros qui arrivent à se redéployer en fait sur la largeur et à faire à pas se consommer, à pas repartir dans la nasse, etc., à faire une passe pour écarter. Buros qui, je trouve, qui est devenu vraiment quasiment un numéro 10 en fait. D'ailleurs, quand il est pas là, on voit que c'est un peu plus le bordel en 15, et qui arrive en fait à tout éclairer, etc. Et est-ce que toi, alors, je sais pas si t'échanges directement avec lui, mais qu'est-ce que tu penses de son travail, etc. C'est une question un peu compliquée. Nous, les échanges, en fait, c'est tout un système qu'il a mis en place. Donc, en fait, nous, on a accès à son système, et après, on a accès à l'ensemble des vidéos, des entraînements et ce que font les pros. Donc, en fait, c'est l'échange principal, il se fait là, si tu veux. Après, eux, ils se voient le matin et tout, quand ils entraînent ensemble, maintenant avec Kenny et André. Et si tu veux, la communication, pour eux, elle est plus simple comme ça. Après, moi, quand j'arrive après, moi, je récupère toutes les vidéos de leurs entraînements. Donc là, je peux voir les trucs spécifiques qu'ils ont fait. Et voilà, mais après, on a tout le système qui a été écrit. Et donc, c'est un projet qui est écrit. Quand t'es entraîneur, tu présentes un projet qui revoit tout ton système. Et après, c'est la mise en place à l'entraînement, comment eux le mettent en place et sur les principes par rapport aux séquences que propose la performance pour être en adéquation avec le système que tu mets en place. Après, c'est les principes qu'il a mis en place, Noël, et en fait, ces principes-là sont les joueurs répondent bien à son système, quoi. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il l'a mis en place, quoi. Ouais, on sent qu'ils sont même impliqués dedans. Oui, bien sûr. De toute façon, maintenant, quand tu entraînes plusieurs catégories, tu sais à peu près que tu fonctionnes pas pareil quand tu as des cadets que tu fonctionnes quand tu as des seniors et des espoirs, quoi. Voilà. La communication est pas la même. Mais c'est difficile de changer de transition, par exemple. Moi, tu vois, quand j'ai fait les Crabos, il y en a que j'ai eu pendant longtemps, quand ils ont 17 ans, parce qu'un Crabos t'as 17 ans ou 18 ans, tu parles pas pareil à un mec qui a 21 ans. Hein. Il a évolué, mais c'est un autre joueur, quoi. Donc, t'essaies de ne pas le faire, mais des fois, t'as des retours de ce que tu sais faire avant, quoi. Tu vois, c'est embêtant, des fois. Voilà, mais c'est pas très grave. Non, mais moi, le système, il me convient, hein, il est top, le système des pros. Mais d'ailleurs, il est ultra efficace. Ouais, je vais pas vous donner trop de détails, quand même. Mais je pense que c'est clairement un des hommes clés du renouveau un peu de notre équipe et de notre performance, Noël. Ah mais moi je pense qu'en fait dans le staff des pros là,
honnêtement, Noël, il a apporté une vraie plus à l'attaque et une vraie nouveauté. Voilà, mais après, c'est énorme. Enfin, je pense qu'ils se complètent surtout tous très bien, quoi. Et que Yannick manage, voilà, parce que mine de rien, pour avoir les ballons d'attaque, il faut que tu récupères les ballons sur les contre-recs et la défense, quoi. Donc en fait, c'est pas au niveau de l'attaque, c'est évident puisque c'est le secteur de Noël qu'on a une vraie plus-value, puisque en fait, on a quasiment une des meilleures attaques du championnat, et notamment sur les turnovers. Voilà, mais voilà, je pense que c'est un ensemble de toute façon. Quand une équipe fonctionne, le staff fonctionne. Oui, et puis c'est que tout est lié, donc. Évidemment. Mais par contre, on a un jeu vraiment beaucoup plus performant, notamment sur cette capacité, sur les turnovers. C'est là où la défense elle est complètement désorganisée. Donc. Et pour poursuivre les espoirs, alors nous on lance souvent un appel au club dans son ensemble, du coup pour dans l'espoir d'avoir un peu plus d'images des matchs des espoirs, parce que nous on aime bien à chaque épisode, ou en tout cas on aimait bien présenter un espoir, présenter un peu son style de jeu, quel poste il joue, etc. En fait, faut aller voir les matchs à domicile. C'est le mieux. C'est le mieux. Mais c'est sympa, il y a du monde, c'est à l'abri, c'est à Moga, il y a les tribunes souvent sont bien garnies. Puis c'est sympa, quand il y a du public, il pousse, il encourage, il met la pression sur l'arbitre, que c'est important. Oui, mais moi je fais comment, moi, d'Orléans pour faire mes vidéos après? Eh ben, t'as qu'à venir, hein. Putain, il y a un week-end. On n'a pas beaucoup de matchs, donc tu peux venir. Bah du coup, on rappelle donc pas samedi, parce que ce samedi, ce sera à Toulouse. D'ailleurs, comment ça se passe pour toi? Tu t'es présent sur tous les matchs Oui. Ah oui. Le plus intéressant, c'est les matchs, là. J'imagine. Ben moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Non. Oui, on part samedi à Toulouse. Voilà. Après, on rejoue pas pendant quasiment un mois. On rejoue que le 22 mars à Rouen, et après, on enchaîne par contre. Voilà. Mais c'est normal, il y a le tournoi. Et du coup, les U20 sélectionnés, là, ils sont pas dispo? Si, ils sont dispo. Ok. Bah, comme pour les grands, il y a des protégés ou pas du tout? Non, il n'y a pas des protégés. Nous, ça peut arriver qu'on protège. C'est la D'accord. volonté du club quand on peut. Des fois, c'est pas possible, mais quand on peut, on en fait. Ok. Et Voilà. pour revenir un peu Maxi. sur la journée de match, toi, ton rôle sur une préparation de match, sur un échauffement, etc. C'est quoi exactement? Moi, je fais une partie de l'échauffement sur la contre-attaque, une partie sur un jeu où on alterne attaque-défense. Voilà, et après, je suis sur le banc, Fredo est en tribune avec Eni en première mi-temps, et après ils descendent et moi je suis avec Yandré qui lui peut rentrer avec le tir. Enfin, c'est une répartition par rapport au brassard, qu'on peut être que 3. Voilà, donc c'est répartition des rôles, et après on discute en règle générale pour les changements et comment ça se passe. Voilà, aussi simple que ça. Et on discute en amont, à la mi-temps, et après Eni et André prennent les joueurs, et Fredo fait le bilan de ce qu'il faut faire, pas faire. Ça, en fait, ça dépend des circonstances, tout ça, et nous on se voit tous les 4 en amont avant, mais il faut limiter 10 minutes, limiter le temps de parole. C'est des répartitions de rôles. Voilà. Avant les matchs, il y a toujours une analyse vidéo de l'adversaire, du prochain adversaire, etc. Vous arrivez. C'est fait beaucoup plus tôt dans la semaine. Ouais, dès le lundi ou C'est fait à mardi. partir du lundi. Ok, ouais. Il y a déjà une Dès analyse. le lundi, voilà. Il y a un débrief du match qui a été réalisé, Ouais, et après en général, c'est l'adversaire. toujours comme ça. Ok, Voilà. d'accord. Et après, ça, c'est déjà préparé pour le match suivant, lundi, mardi, mercredi. Et après, c'est des petits clips, et puis voilà. Ok, donc vous avez quand même des images des futurs adversaires. Ah oui, on met des images de tout. Non, on a plein d'images. En fait, il y a que Yann qui a pas d'image des espoirs. Donc, Et oui, mais nous, on les a. Non, nous, on a la liste vidéo qui est que pour nous. Enfin, voilà, c'est quand même très. Les entraînements sont filmés. Non, c'est extrêmement professionnel. Ça le devient encore plus. Là, on a franchi encore un cap cette année. Donc, comme la volonté est à tout prix avoir quasiment 70% de l'effectif issu du truc, les moyens sont mis pour que l'équipe Espoir performe. Ça, c'est intéressant. Et que des joueurs sortent encore plus, quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant, ouais. Ce chiffre est intéressant, ouais. Je l'ai jamais entendu, ce chiffre. Je crois que c'est à peu près ça, hein, de mais mémoire. Des fois, je me trompe dans les chiffres. Mais c'est vrai que quand on discute, nous, sur Twitter, avec des supporters adverses, et qui, en gros, ils accusent un peu l'UBB de ne faire que racheter ou attirer des joueurs post-formation. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir l'autre son de cloche et de dire que non, en fait, on a l'objectif de former des petits et de les amener très très haut. Et puis il y a des bons exemples en plus de ça. Non, mais après, tous les joueurs, ils arrivent obligatoirement
du club là où ils habitent. Bien sûr. Donc voilà, c'est normal. Voilà. Et après, par contre, comme le club de haut niveau est c'est Bordeaux, obligatoirement, il y a des joueurs qui arrivent à moins de 14 à peu près. Moins de 14, moins de 16. Après, ça nous paraît compliqué après d'éclore. Voilà. Okay. C'est pas facile. Il faut avoir suivi la filière. En fait, tu fais que des matchs de haut niveau. Faire que des matchs de haut niveau, ça forme, quoi. Voilà. Et puis après, tu t'entraînes tout le temps. Tu t'entraînes plus dur, c'est plus difficile. Tu progresses plus vite. T'as dans des super structures pour t'entraîner. Je suis pas sûr que tout le monde ait le CEVA Campus pour s'entraîner, quoi. Nous, il y a quand même des cadets qui, à partir des cadets, ils vont en salle de muscu, etc. C'est quand même pas rien, quoi. Ouais. Et je me posais toujours la question, tu vois, c'est un peu une question un peu philosophique. Comment se passe la transition CABBG, donc le damier, avec l'Union Bordeaux-Bègles? Parce que moi, je sais que quand j'étais plus attaché au damier que au maillot des espoirs Lyon Bordeaux-Bègles. Alors, est-ce que maintenant c'est passé dans les mœurs et du coup CABBG c'est l'Union, ou il y a encore ce distinction? Voilà, je suis mal placé pour te répondre. Hein. Ouais. Là, je vois pas. Je sais pas. Bon, en fait, tu t'appropries partout l'équipe dans laquelle tu joues, quoi. De toute façon, non, là, Et puis je pense qu'il y a aussi des profils de personnes qui sont plus ou moins attachés à différentes. Yann, c'est un sentimental, c'est pour ça. Il était très attaché au damier. Mais t'avais pas joué au Stade Bordelais aussi? Si, une année. Voilà, t'as fait les deux clubs. Voilà, c'est génial. Ah non, mais j'ai tout fait, oui. C'est vrai que j'ai fait la. Voilà, j'y roule bien. Tu sais, moi, je regarde je suis allé voir jouer les juniors du Stade Bordelais l'autre fois. Tu vas voir jouer des jeunes partout. Tu regardes, quoi. Voilà. Les deux clubs, c'est très bien, quoi. C'est comme ça. Et puis c'est l'histoire du club, elle est différente. Je trouve qu'elle a été bien réussie, par contre, donc c'est déjà pas mal. C'est vrai. Complètement. Et pour conclure peut-être ce petit entretien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour cette fin de saison avec les Réchelles? Comment déjà ça se passe la fin de saison? C'est un peu comme pour les grands. Cette année, il y a 4 qualifiés par poule. L'année dernière, il n'y avait que 2. Cette année, il y en a 4. Les phases finales sont au mois de mai mois de juin. Je crois que la finale, c'est le 14 juin de mémoire. Voilà, il faut se qualifier dans les 4. Donc là, pour l'instant, on n'est pas qualifié encore. L'idéal, ça serait d'aller faire un résultat à Toulouse. Ce week-end, on va bien voir. Ça va pas être facile, bien évidemment. 4 qualifiés, et après, tu prends... il y a une autre poule, et après, selon ton classement, t'as 1 contre 4, 2 contre 3, et demi-finale, finale. Donc là, on est en 3e pour l'instant, qualifié pour les phases finales. Qualifié. Voilà. L'idéal, ça serait d'essayer de rattraper les Rochelais. Les Toulousains sont loin devant. Voilà. Ouais, de toute façon, tout est possible, hein, tu sais. Le niveau espoir, c'est quand même un niveau qui est difficile. Les matchs sont tous, il y en a pas un facile à gagner. Puis il y a pas beaucoup d'écart au score, où c'est assez rare. Ça peut arriver de passer au travers une fois. Voilà, mais sinon c'est hyper rare, et les matchs, il faut se les peler, quoi. Donc ça c'est pas simple. Pas simple. Non, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de sortir encore plus de joueurs pour les pros. Ça, c'est ce que j'allais dire. C'est toujours la première des choses. Espérant que ceux qui vont y jouer rapidement performent et s'en sortent. Ce que je leur souhaite à tous. Et après, nous, ça serait sympa qu'on gagne un truc, quoi. Ouais, on te souhaite du coup plein de joueurs. À commencer, pourquoi pas samedi, plein de contre-attaques qui partent de derrière, ça peut être... Bon, après, tu sais, moi je suis content si on marque sur un premier lancement que font mes copains, ou qu'on marque sur un beau ballon porté, ça me va bien, moi. Non, mais je parlais avec les pros, du coup, un 15 qui marque... ça, j'en sais rien. Même si je savais, je vous dirais pas. Mais nous non plus, même si on savait, on dirait pas. Oui. Mais vous avez quand même des indices, vous savez des trucs que personne ne sait. Enfin, vous supposez des trucs, ou on vous transmet des infos, je sais pas où vous les sortez, mais... Non, on y va au bluff, on essaye un petit peu. Vous êtes bien malin, toujours. En tout cas, merci beaucoup, Richard. C'était top de t'avoir, toi, qu'on entend peu, du coup, dans les médias. Tu te fais discret. Alors, nous, on n'est pas un média, donc non, ça va. Je réponds aux journalistes de Sud-Ouest qui suivent les espoirs. D'accord. Parce que je l'apprécie et qu'il est sympathique avec. Je trouve qu'il fait les portraits des joueurs. Voilà. Il me demande mon ressenti, comme moi je peux plus facilement le donner, c'est
c'est plus facile. Et puis voilà, c'est le seul truc que je fais. Voilà, et ça me va bien. Bon, bah, super, ben merci d'autant plus alors d'avoir pris le temps de papoter avec nous, même si forcément, Yann, voilà, bah oui, c'est Yann qui t'a travaillé au corps. Ouais, j'espère qu'on fera bientôt. Mais c'est 2028 les 20 ans du titre. Ouais, il faut qu'on le fasse. On avait raté les 15 ans, pas bien. Bon, on l'a rattrapé en faisant les 16 ans. C'est bien, ouais. Ouais, j'avais eu la chance de croiser Yann à la mi-temps du match contre Oyonnax, ouais. Ça avait l'air effectivement sympa la célébration. On a bien rigolé. Voilà. Oui, c'est le mot, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Richard. Merci Yann aussi. Merci. C'était une super émission. Très content. C'était du coup le premier hors-série de notre podcast, la première interview, en tout cas le premier entretien qu'on fait. Donc forcément, il y a des axes de progression de notre côté. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment, que vous avez appris plein de choses grâce à Richard, et on vous dit à très vite, à commencer par ce samedi avec, on le rappelle, le déplacement à Jean Daugé pour les pros, samedi 14h30, et le déplacement à Ernest Vallon pour les espoirs.